Honnêtement, Ashton, je ne comprends pas pourquoi Harrison t'a embauché au départ, a déclaré Gwen Hollister sans même lever les yeux de son écran d'ordinateur, ses doigts dansant sur le clavier comme si elle jouait du piano. Tout ce discours sur les relations avec les fournisseurs. Nous sommes une entreprise, pas une ONG pour les histoires sentimentales d'immigrants. Je me tenais là, dans son bureau au 42e étage, la regardant annuler 18 mois de ma vie en 3 clics rapides de souris. J'ai senti quelque chose se briser en moi, une douleur que je n'avais pas ressentie depuis l'âge de 17 ans. La même douleur vide que j'avais ressentie le matin où j'avais trouvé mon père penché sur la table de la cuisine, entouré de lettres de refus et d'avis de saisie hypothécaire, son cœur ayant renoncé au stress de tout perdre au profit de prédateurs corporatifs, exactement comme elle. Akiko Tanaka d'Osaka. La famille Petrova en Bulgarie. Miguel Santos à Mexico. Des gens qui m'avaient fait confiance, qui avaient bâti leur entreprise autour de nos partenariats, qui étaient probablement en train de préparer des livraisons pour lesquelles ils ne seraient jamais payés. Honnêtement, a poursuivi Gwen, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, tous ces contrats internationaux sont trop compliqués. Ils nécessitent beaucoup d'attention particulière et il faut tenir compte de nombreuses sensibilités culturelles. Nous avons besoin de fournisseurs qui comprennent les pratiques commerciales américaines. Je m'appelle Ashton, et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de Gwen Hollister avant de continuer. Elle n'était pas n'importe quel cadre. C'était le genre de personne qui avait bâti toute sa carrière sur les rêves brisés des autres. 23 ans chez Morrison Industrial, passant de junior analyste à vice-présidente des acquisitions mondiales, laissant derrière elle une traînée de carrière détruite comme des miettes de pain. Mais voici ce qu'elle ignorait à mon sujet, ce que personne chez Morrison savait à mon sujet. Il y a 15 ans, alors que j'étais étudiant de première année à l'université d'État, mon père travaillait pour une petite société de conseil qui avait été rachetée par l'ancienne entreprise de Gwen. Papa avait 58 ans, travaillait dans son entreprise depuis 16 ans, parlait couramment 3 langues et avait noué des relations à travers l'Europe qui rapportaient 60% de leur chiffre d'affaires international. Gwen l'a systématiquement détruit en 6 mois. Pas avec une confrontation dramatique, mais avec le poison lent de l'humiliation professionnelle. Elle remettait en question ses rapports lors des réunions, réattribuait ses clients à des employés plus jeunes, lançait des rumeurs sur ses capacités mentales, lui faisait réécrire ses propositions 5, 6, 7 fois pour des raisons qui changeaient tous les jours. Elle a monté son équipe contre lui, suggérant qu'il ralentissait la croissance de l'entreprise. Mon père, qui a survécu en immigrant dans ce pays sans rien, qui s'est bâti une réputation fondée sur l'honneur et la fiabilité, qui n'a jamais manqué un jour de travail de toute sa carrière, a commencé à avoir des crises de panique dans le parking du bureau. Il restait assis dans sa voiture pendant 20 minutes chaque matin, essayant de rassembler ses forces pour entrer et affronter une nouvelle journée de guerre psychologique. Et les clauses pénales? Ai-je demandé à voix basse, les dispositions de retrait coordonnées dans ces contrats? Gwen a fait un geste dédaigneux de la main. Le service juridique s'occupera de tous les documents à remplir. Ces gens devraient être reconnaissants d'avoir pu faire affaire avec nous pendant 18 mois. La plupart des fournisseurs internationaux n'ont jamais de telles opportunités. Elle a fini d'annuler le dernier contrat et s'est tournée vers moi avec un sourire triomphant. Honnêtement, Ashton, je pense que cela sera bénéfique pour votre développement professionnel. Vous vous êtes trop impliqué émotionnellement dans ces partenariats. Dans ce secteur, vous ne pouvez pas vous permettre de vous soucier de l'histoire personnelle de chaque fournisseur. Pour réussir, il faut se concentrer sur les résultats, pas sur les relations. C'est alors qu'elle a prononcé les 7 mots qui ont tout changé. Nous n'avons plus besoin de vos relations à l'étranger. J'ai acquiescé lentement, les remercié pour ses commentaires et suis sorti de son bureau. Mais au lieu de retourner à mon bureau, je me suis dirigé vers les toilettes, me suis enfermé dans une cabine et commencé à passer des coups de fil. Si vous aimez cette histoire de justice et de rebondissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a prouvé que certaines personnes sous-estiment complètement le pouvoir de la patience, de la planification et des relations que nous construisons les uns avec les autres. Car pendant que Gwen célébrait probablement sa grande réorganisation stratégique, imaginant avoir résolu le problème des fournisseurs compliqués, j'activais tranquillement un système qui m'avait pris 18 mois à construire. Un système qu'elle n'avait pas vu venir. Le premier appel a été passé à Akiko Tanaka, à Osaka. Il était 3 heures du matin chez elle, mais elle a répondu dès la 2e sonnerie, pensant probablement qu'il s'agissait d'une urgence. Ce qui était en quelque sorte le cas. Akiko, ici Ashton, de Morrison. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire, puis passez quelques coups de fil. Mais avant d'expliquer ce qui s'est passé au cours des 6 heures qui ont suivi, vous devez comprendre qui était vraiment Gwen Hollister et pourquoi j'ai passé 15 ans de ma vie à me préparer pour ce moment. Gwen n'était pas seulement une cadre cruelle. C'était une experte dans l'art de détruire systématiquement des vies, avec la précision d'un chirurgien et le sang-froid d'une psychopathe en col blanc. 23 ans passés à gravir les échelons de l'entreprise,
laissant derrière elle une traînée de carrières détruites, de familles ruinées et de rêves brisés. Il y a 15 ans, lorsque mon père David travaillait chez Blackstone Consulting, Gwen est arrivée dans le cadre d'une acquisition. Papa était le genre d'homme que l'on aimerait avoir comme père, intègre, travailleur, respecté par ses collègues de 12 pays différents. Il parlait couramment l'allemand, le français et l'espagnol, et avait noué des relations en Europe qui généraient 60% des revenus internationaux de l'entreprise. Gwen l'a immédiatement identifié comme une menace. Non pas parce qu'il y faisait concurrence pour des postes, mais parce qu'il représentait tout ce qu'elle détestait. La compétence fondée sur le mérite réel, le respect sincère de ses collègues, et surtout, le succès qui ne dépendait pas de manipulations politiques internes. Sa campagne contre mon père fut un chef-d'œuvre de destruction psychologique. Elle commença subtilement, en remettant en question ses rapports lors de réunions publiques. « David, je suis sûr que votre analyse du marché allemand est correcte, mais avez-vous pris en compte des facteurs plus contemporains ?» Toujours avec ce sourire qui ne lui atteignait pas les yeux. Puis vinrent les réaffectations. Les clients que mon père avait cultivés pendant des années avaient soudainement besoin d'une approche plus agile. Traduction, des employés plus jeunes que Gwen pouvaient contrôler. Les projets importants ont commencé à passer par d'autres départements. Les réunions cruciales avaient lieu à des heures qui entraient en conflit avec les rendez-vous qu'elle avait elle-même fixés pour lui. Mais le coup de maître a été de monter son équipe contre lui. Elle a commencé par murmurer des inquiétudes sur la capacité d'adaptation de mon père aux nouvelles méthodes de travail. Elle se demandait si quelqu'un de la génération précédente pouvait suivre le rythme requis. Elle suggérait qu'il résistait au changement et retardait des projets critiques. En 6 mois, mon père est passé de leader respecté à paria de l'entreprise. Il rentrait tous les soirs visiblement épuisé, non pas physiquement, mais émotionnellement détruit. Il a commencé à réviser obsessionnellement son travail, refaisant ses rapports 5, 6, 7 fois parce que Gwen trouvait toujours des problèmes de clarté ou des questions de stratégie qui changeaient à chaque version. Elle a peut-être raison, m'a-t-il dit un soir pendant ma première année à l'université. Peut-être que je suis vraiment en train de prendre du retard. Le monde des affaires évolue si vite. J'avais 19 ans et je ne comprenais pas tout à fait ce qui se passait, mais je voyais mon père, l'homme le plus compétent que je connaissais, douter de lui-même pour la première fois de sa vie. Les crises de panique ont commencé au bout de 5 mois. Il restait assis dans sa voiture sur le parking de l'entreprise pendant 20 minutes chaque matin, essayant de trouver le courage d'entrer dans le bâtiment et d'affronter une nouvelle journée d'humiliation systématique. Ma mère a trouvé les médicaments contre l'anxiété cachée dans le tiroir de la commode. Papa n'avait jamais pris un comprimé de sa vie, pas même une aspirine, mais il avait désormais besoin de médicaments pour pouvoir fonctionner au travail. Au cours du 6e mois, Gwen a porté le coup de grâce. Elle a convoqué une réunion avec toute l'équipe internationale pour réévaluer les stratégies de partenariat. Elle a préparé une présentation détaillée montrant comment les méthodes traditionnelles coûtaient de l'argent à l'entreprise. Chaque diapositive était une critique voilée du travail de mon père, sans le mentionner directement. « Nous avons besoin d'approches plus dynamiques pour le marché mondial », a-t-elle déclaré devant une salle remplie de collègues qui respectaient mon père depuis des années. Les relations basées sur la nostalgie et les méthodes dépassées ne produisent tout simplement pas les résultats attendus par nos investisseurs. Le licenciement est arrivé la semaine suivante. Restructuration organisationnelle, ont-ils dit. Rien de personnel, juste des affaires. Mon père a passé les 8 mois suivants à chercher un autre emploi. Mais Gwen avait pris ses précautions. Les références professionnelles étaient correctes, mais sans enthousiasme. Ses contacts dans le secteur avaient reçu des informations subtiles sur des problèmes d'adaptabilité et une résistance au changement. Le matin où j'ai trouvé mon père affalé sur la table de la cuisine, entouré de lettres de refus et d'avis de saisie immobilière, son cœur avait tout simplement lâché. Le stress, l'humiliation, le sentiment d'avoir laissé tomber sa famille après une vie de dur labeur, c'était trop. Le certificat de décès indiquait « crise cardiaque ». Je savais que la cause réelle avait un nom et un prénom, Gwen Hollister. C'est lors de ses funérailles, en regardant ma mère pleurer sur le cercueil de l'homme qu'elle aimait, que j'ai pris la décision qui allait guider les 15 prochaines années de ma vie. Il ne suffisait pas de la détester. Il ne suffisait pas de vouloir me venger. Je devais devenir quelqu'un capable de comprendre comment fonctionnaient les gens comme Gwen, comment ils pensaient, comment ils justifiaient la destruction de vies humaines au nom du profit et de l'ambition personnelle. J'ai étudié la gestion d'entreprise, je me suis spécialisé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement internationale et j'ai passé 7 ans à travailler pour de petites entreprises, apprenant tous les aspects de l'approvisionnement mondial. Non pas parce que j'aimais ce travail, mais parce que je devenais exactement le genre de personne qui pourrait approcher quelqu'un comme Gwen.
Lorsque le poste chez Morrison s'est libéré et que j'ai vu le nom de Gwen sur la liste des responsables du recrutement, j'ai su que l'univers m'offrait une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Mais je savais aussi qu'une simple vengeance ne suffirait pas. Elle devait être poétique. Je devais lui apprendre quelque chose sur les conséquences. Je devais lui faire ressentir la même impuissance que mon père avait ressentie au cours de ces derniers mois. Pendant 18 mois, j'ai construit des relations que Morrison n'aurait jamais cru possibles. Pas seulement avec les fournisseurs, mais aussi avec leurs familles, leurs communautés, leurs histoires. J'ai appris que le grand-père d'Akiko Tanaka avait été contraint de vendre son entreprise textile après la guerre et qu'elle essayait de reconstruire ce que sa famille avait perdu. J'ai découvert que la famille Petrova avait lancé son entreprise d'emballage après avoir fui la persécution politique, en utilisant les économies de toute une vie de la grand-mère comme garantie. Miguel Santos avait 3 filles, toutes étudiant l'ingénierie, toutes espérant développer l'entreprise familiale d'outils de précision pour les composants aérospatiaux. Toutes les relations que j'ai nouées étaient avec des personnes qui me rappelaient mon père. Des personnes qui avaient travaillé toute leur vie pour construire quelque chose d'important, quelque chose qui leur survivrait. Mais je ne construisais pas ces relations pour le bénéfice de Morrison. Je les construisais pour quelque chose de beaucoup plus grand. Car pendant que je voyageais, négociais et résolvais des problèmes de chaîne d'approvisionnement, je faisais également des recherches sur la carrière de Gwen. Chaque entreprise pour laquelle elle avait travaillé, chaque acquisition qu'elle avait gérée, chaque restructuration qu'elle avait supervisée. Et ce que j'ai découvert était un schéma qui m'a donné la nausée, tant il m'était familier. Il y a 15 ans, il n'y avait pas que mon père. Il y avait Linda Chen, une traductrice qui avait aidé l'équipe de Gwen à négocier des contrats à Taïwan. Gwen l'a licenciée 3 jours avant Noël, invoquant des restrictions budgétaires, puis a embauché sa remplaçante avec un salaire 2 fois plus élevé. La famille de Linda a perdu sa maison. Il y avait Roberto Vega, qui avait géré les relations avec les fabricants mexicains pendant 8 ans. Gwen a supprimé son poste, s'est attribué le mérite de son travail, puis a utilisé ses contacts pour négocier des accords qui ont permis à l'entreprise d'économiser des millions. Roberto a fini par conduire pour un service de livraison, essayant de payer les traitements contre le cancer de sa femme sans assurance maladie. Le schéma était toujours le même. Identifier les personnes vulnérables qui effectuaient un travail essentiel, les nuire systématiquement, leur prendre tout ce qu'elles avaient construit, puis passer à autre chose sans se retourner. Gwen avait bâti toute sa carrière sur les cadavres de petits entrepreneurs et de travailleurs immigrés qui avaient fait confiance à la mauvaise personne. Et maintenant, alors que je la regardais annuler des contrats représentant 47 millions de dollars de revenus annuels, qualifiant nos partenaires internationaux de « connexions étrangères inutiles », j'ai su que le moment auquel je m'étais préparé pendant 15 ans était enfin arrivé. Car chaque fournisseur dont elle venait d'annuler le contrat n'était pas seulement un partenaire commercial. C'étaient des personnes qui avaient été brisées par des prédateurs du monde des affaires exactement comme elle, qui s'étaient reconstruites à partir de rien, qui comprenaient ce que signifiait voir le travail de toute une vie détruit par quelqu'un qui vous considérait comme jetable. Et lentement, prudemment, au cours des 18 derniers mois, j'avais commencé à leur raconter des histoires. Pas sur mon père en particulier, mais sur les schémas que j'avais observés, les signaux d'alerte à surveiller, l'importance de se protéger lorsqu'on traite avec des prédateurs corporatifs qui pourraient ne pas honorer leurs engagements. Au bout de 12 mois, chaque contrat fournisseur que j'avais négocié comprenait des clauses spécifiques sur les délais de préavis, les structures de pénalité et les droits de retrait coordonnés. Des conditions qui semblaient raisonnables du point de vue de Morrison, mais qui s'avéreraient dévastatrices si elles étaient invoquées simultanément. À présent, alors que je passais ce premier appel à Akiko à Osaka, le système que j'avais passé 18 mois à mettre en place était sur le point d'être activé. Et Gwen, qui était probablement en train de célébrer sa grande réorganisation stratégique, n'avait aucune idée qu'elle venait de déclencher une série d'événements qui allaient tout changer. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque fournisseur international qu'elle avait écarté avec tant de désinvolture était connecté à un réseau que j'avais soigneusement tissé. Un réseau fondé sur des expériences partagées, une protection mutuelle et une compréhension précise du moment où il fallait agir ensemble. En l'espace de 6 heures, tous les fournisseurs avec lesquels j'avais noué des partenariats au cours des 18 derniers mois avaient reçu des messages identiques. Pas de moi directement, mais les uns des autres. Le réseau que j'avais mis tant de temps à construire ne reposait pas uniquement sur des relations commerciales, mais aussi sur des expériences communes, une protection mutuelle et une compréhension parfaite du moment où il fallait agir ensemble. Akiko a appelé la famille Petrova en Bulgarie. Les Petrova ont contacté Miguel à Mexico. Miguel a contacté les fabricants de semi-conducteurs à Taïwan. Les fournisseurs taïwanais ont appelé les entreprises d'emballage au Vietnam. Comme des dominos tombant à l'envers, chaque conversation en a déclenché 3 autres, jusqu'à ce que des fournisseurs dans 12 pays soient en train de revoir simultanément leur contrat avec Morrison et découvrent quelque chose d'intéressant. Chacun des accords contenait la même clause de retrait coordonné que j'avais soigneusement négociée des mois auparavant.
Cette clause semblait être une protection juridique standard, mais elle signifiait en réalité que si Morrison mettait fin au contrat d'un fournisseur international sans motif valable, tous les autres fournisseurs internationaux avaient le droit de se retirer immédiatement sans pénalité. Le jeudi matin, l'usine de Morrison était silencieuse. Non pas à cause d'une grève ou d'une panne d'équipement, mais parce que 68% de leurs composants essentiels avaient tout simplement cessé d'arriver. Les outils de précision de Miguel, qui permettaient à notre division aérospatiale de fonctionner. Les polymères spéciaux du Vietnam, qui rendaient possible nos pièces automobiles. Les composants textiles d'Akiko, qui étaient essentiels à nos contrats de défense. Depuis mon bureau, j'ai vu les responsables des opérations commencer à paniquer vers 10 heures du matin, passant des coups de fil frénétiques à des fournisseurs qui expliquaient poliment qu'ils exerçaient leurs droits contractuels de résiliation. À midi, les superviseurs de la production étaient réunis en urgence pour essayer de comprendre comment Morrison était devenue si dépendante de fournisseurs internationaux dont elle n'avait apparemment plus besoin. Gwen a passé le jeudi après-midi en mode gestion de crise, appelant des fournisseurs nationaux qui proposaient des prix 3 fois plus élevés que nos partenaires internationaux, avec des délais de livraison s'étendant jusqu'au trimestre suivant. Des entreprises qui pouvaient peut-être fournir des substituts pour certains composants, mais qui n'avaient jamais entendu parler d'autres composants. Il s'agit d'une période d'ajustement temporaire, a-t-elle annoncé à l'équipe des opérations vendredi matin, sa voix trahissant une légère tension. Nous sommes en train de passer à des partenariats nationaux plus fiables qui correspondent à notre vision stratégique. Mais vendredi après-midi, le plus gros client de Morrison, un sous-traitant du secteur de la défense qui attendait la livraison de composants spécialisés la semaine suivante, a appelé pour faire part de ses inquiétudes concernant les retards de production. Puis, l'entreprise automobile qui dépendait des pièces de précision de Morrison a commencé à se renseigner sur d'autres fournisseurs. J'ai passé toute la semaine à tout documenter. Non seulement le chaos opérationnel, mais aussi les réponses de Gwen à ce chaos. Ses commentaires dédaigneux sur les fournisseurs qui réagissaient de manière excessive à des décisions commerciales normales. Son insistance sur le fait que les partenaires internationaux étaient intrinsèquement peu fiables et que Morrison se portait mieux sans eux. Son incapacité totale à comprendre pourquoi mettre fin à 68% de sa chaîne d'approvisionnement simultanément pouvait poser problème. Mais la véritable révélation est venue le lundi matin, lorsque le PDG Harrison a convoqué une réunion exécutive d'urgence. Je n'aurais pas dû être dans cette salle, mais Harrison avait spécifiquement demandé que j'y participe, car j'étais la seule personne à comprendre parfaitement les relations de Morrison avec ses fournisseurs internationaux. Gwen semblait sincèrement perplexe quant à ma présence, pensant probablement que j'étais responsable de la crise plutôt que consulté pour trouver des solutions. Harrison a commencé la réunion par une question simple. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment nous sommes passés de bénéfices records à un arrêt de la production en 4 jours ? Gwen s'est lancée dans une présentation soignée sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement, le réalignement stratégique et les avantages de l'approvisionnement local. Elle avait préparé des diapositives présentant des projections de coûts et des évaluations des risques, démontrant tout pourquoi l'élimination des fournisseurs internationaux était une stratégie commerciale solide. La rupture temporaire que nous connaissons actuellement, a-t-elle conclu avec assurance, est la conséquence naturelle de notre transition vers une dépendance excessive à des partenariats étrangers qui étaient, en fin de compte, insoutenables. Harrison a écouté patiemment, puis s'est tourné vers moi. Ashton, c'est vous qui avez construit ces relations. Aidez-moi à comprendre ce qui s'est réellement passé ici. C'était le moment pour lequel je m'étais préparé sans m'en rendre compte 18 mois plus tôt. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti la présentation que je préparais depuis mardi. Celle qui racontait la véritable histoire des partenariats internationaux de Morrison. Monsieur Harrison, avec votre permission, j'aimerais vous montrer exactement qui sont nos fournisseurs internationaux et ce que nos relations avec eux signifiaient réellement. La première diapositive montrait l'usine textile d'Akiko Tanaka à Osaka. Pas seulement des statistiques de production, mais des photos de l'atelier familial, l'équipement original de son grand-père, les 3 générations de travailleurs qui ont aidé à fabriquer des composants pour les contrats de défense de Morrison. J'ai expliqué comment Akiko avait restructuré toute son entreprise en fonction des spécifications de Morrison, en embauchant 12 travailleurs supplémentaires et en investissant dans de nouvelles machines spécialement pour notre partenariat. La deuxième diapositive présentait la famille Petrova. Le mari d'Elena Petrova avait perdu son emploi d'ingénieur pendant la crise économique en Bulgarie, et leur entreprise d'emballage avait permis à la famille de retrouver une certaine stabilité. Les contrats de Morrison leur ont permis de s'agrandir et d'embaucher 43 personnes dans leur communauté rurale. La troisième diapositive montrait Miguel Santos et son entreprise d'outillage de précision. J'ai montré des photos de ces 3 filles, toutes étudiantes en ingénierie, qui espéraient rejoindre l'entreprise familiale que les contrats aérospatiaux de Morrison avaient rendu possible. Miguel travaillait 16 heures par jour pour répondre aux normes de qualité de Morrison,
fabriquant des équipements qui ne pouvaient littéralement pas être obtenus ailleurs à notre prix. Diapositive après diapositive, j'ai présenté à Harrison des personnes que Gwen avait écartées en les qualifiant de « relations étrangères ». J'ai montré des visites des installations, des certifications de qualité, des témoignages de travailleurs dont les familles dépendaient des activités de Morrison. J'ai démontré qu'il ne s'agissait pas seulement de relations avec des fournisseurs, mais de partenariats avec des êtres humains spécifiques qui avaient misé leur avenir sur l'engagement de Morrison. Ces fournisseurs ne fournissaient pas seulement des composants, ai-je expliqué, observant l'expression de Harrison changer alors qu'il prenait conscience de l'ampleur de ce que nous avions perdu. Ils fournissaient des composants qui ne peuvent pas être reproduits aux États-Unis. Le processus textile d'Akiko utilise des techniques développées par son grand-père. Les matériaux d'emballage des Petrova ont des propriétés chimiques que les fabricants américains ne peuvent égaler. La précision des outils de Miguel existe parce qu'il perfectionne ces processus depuis 20 ans. J'ai ensuite montré à Harrison l'impact financier. Pas seulement les retards immédiats dans la production, mais les conséquences à long terme de la perte de relations avec des fournisseurs qui avaient mis des décennies à se développer. Les contrats que nous avons annulés représentaient des partenariats d'une valeur de 47 millions par an, avec des fournisseurs qui enregistraient une croissance moyenne de 18% année après année dans leur travail avec Morrison. Monsieur Harrison, ai-je poursuivi, ces partenariats n'étaient pas des frais généraux jetables. Il s'agissait d'avantages concurrentiels auxquels nos concurrents nationaux n'ont pas accès. Nous payions des prix plus bas pour une qualité supérieure parce que ces fournisseurs faisaient suffisamment confiance à Morrison pour donner la priorité à nos contrats plutôt qu'à des opportunités potentiellement plus lucratives. J'ai observé le visage de Gwen tout au long de ma présentation, voyant sa confusion se transformer progressivement en inquiétude tandis que Harrison posait des questions de plus en plus directes sur les décisions de résiliation. Pourquoi n'avait-elle pas consulté les opérations avant de mettre fin à des relations critiques avec des fournisseurs? Pourquoi n'avait-elle pas envisagé des calendriers de transition plutôt que des résiliations immédiates? Pourquoi n'avait-elle pas compris les clauses de retrait coordonnées avant de les invoquer? Mais le moment qui a vraiment tout changé est venu lorsque j'ai montré à Harrison la dernière partie de ma présentation. La documentation que j'avais rassemblée sur les expériences passées de chaque fournisseur avec des entreprises américaines. Le schéma récurrent selon lequel des partenaires internationaux se voyaient promettre des relations à long terme, fournissait des résultats exceptionnels, puis était abandonné lorsque les entreprises décidaient de simplifier leurs opérations. Ces fournisseurs ont travaillé avec Morrison malgré avoir été brûlés auparavant, ai-je expliqué, parce qu'ils croyaient que nous étions différents. Parce que j'ai passé 18 mois à leur prouver que nous apprécions leurs contributions et que nous comprenions leurs valeurs. Harrison est resté silencieux pendant plusieurs minutes, étudiant les projections financières et les profils des fournisseurs. Finalement, il a regardé Gwen avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, mais une profonde déception. Gwen, aidez-moi à comprendre la stratégie qui a conduit à supprimer 47 millions de dollars de revenus annuels sans consulter les opérations, les finances ou l'équipe de direction. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Gwen commençait enfin à comprendre qu'elle s'était piégée elle-même. Non pas parce que je l'avais trompée, mais parce que son mépris fondamental pour les partenaires internationaux l'avait aveuglée sur les termes réels des relations que j'avais passé des mois à négocier. Alors qu'elle bafouillait pour essayer d'expliquer à nouveau le sourcing domestique et la logistique simplifiée, sa confiance vacillait. Elle continuait à utiliser des expressions telles que « ces gens » et « complications culturelles », un langage qui semblait de plus en plus problématique dans le contexte de ma présentation. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait encore pire à venir. Car le véritable désastre n'était pas seulement d'avoir perdu 68% de notre chaîne d'approvisionnement. C'était le fait que chacun de ses fournisseurs avait spécifiquement mentionné ne plus jamais vouloir travailler avec une entreprise où Gwen Hollister avait une influence sur les relations internationales. Harrison est resté silencieux pendant près de 5 minutes, passant en revue chaque diapositive de ma présentation. L'atmosphère dans la pièce était tendue comme une corde de violon sur le point de se rompre. Quelle complication culturelle ? A finalement demandé Harrison, les yeux fixés sur Gwen. Gwen a recommencé à expliquer les barrières linguistiques, les difficultés liées au décalage horaire, la nécessité d'une gestion constante des relations. Mais sa confiance vacillait. Elle continuait à utiliser des expressions telles que « ces personnes » et « complications culturelles », un langage qui semblait de plus en plus problématique dans le contexte de ma présentation. Gwen, a dit lentement Harrison, avez-vous vérifié les clauses de résiliation de ces contrats? Silence. Un long silence gênant. Parce que selon les documents d'Ashton, chaque fournisseur international avait le droit contractuel de se retirer immédiatement si Morrison résiliait le contrat d'autres fournisseurs internationaux sans motif valable. Avez-vous bien compris que l'annulation d'un contrat entraînerait le retrait coordonné de tous les partenaires internationaux? Encore du silence.
Le visage de Gwen pâlit lorsqu'elle comprit que Harrison ne posait pas de questions rhétoriques. « Monsieur Harrison, dit-elle prudemment, j'ai cru que le service juridique avait bien examiné ces contrats. Les clauses de résiliation semblaient être des clauses de protection standard. Langage protecteur standard, répéta lentement Harrison. Gwen, ces clauses existent précisément pour empêcher les entreprises de traiter leurs fournisseurs internationaux comme des objets jetables. Elles sont conçues pour garantir que les partenariats soient honorés plutôt que supprimés sur un coup de tête de la direction. Je vis Gwen réaliser qu'elle s'était piégée elle-même. Non pas parce que je l'avais trompée, mais parce que son mépris fondamental pour les partenaires internationaux l'avait aveuglée sur les termes réels des relations que j'avais passé des mois à négocier. Ashton, dit Harrison en se tournant vers moi, selon vous, y a-t-il une possibilité de reconstruire ces partenariats? C'était le moment que j'attendais. Le moment où je pouvais révéler la vérité qui allait tout changer pour Gwen, sans dévoiler mes motivations personnelles. Monsieur Harrison, j'ai passé la journée de vendredi à contacter nos anciens fournisseurs pour explorer les possibilités de réconciliation. Malheureusement, la réponse a été la même de la part de tous nos partenaires. Quelle réponse? Ils sont prêts à envisager de nouvelles relations avec Morrison, mais uniquement à une condition précise. Quelle condition? Ils exigent une garantie écrite que Gwen Hollister ne sera plus impliquée dans les relations avec les fournisseurs internationaux à l'avenir. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Gwen m'a regardé comme si je l'avais giflé. « Il quoi ?» murmura-t-elle. « Je suis désolé, Gwen, mais je dois être tout à fait honnête au sujet de leurs commentaires. Plusieurs fournisseurs ont spécifiquement mentionné s'être sentis manquer de respect lors de précédentes interactions avec vous. Ils ont cité des remarques sur vos compétences en anglais, votre attitude dédaigneuse à l'égard de leurs pratiques commerciales et ce qu'ils ont perçu comme un manque de sensibilité culturelle. » Je ressortis mon ordinateur portable et montrai à Harrison les communications documentées de nos anciens partenaires. Il ne s'agissait pas d'enregistrements ou de conversations privées, mais de réponses écrites officielles à mes demandes de rapprochement. La lettre d'Akiko Tanaka était particulièrement accablante. L'approche de Mademoiselle Hollister en matière de partenariats internationaux démontre une incompréhension fondamentale du respect mutuel dans les relations commerciales. Ses commentaires sur les complications liées à l'étranger et la simplification de la logistique suggèrent que Morrison considère les fournisseurs internationaux comme problématiques plutôt que précieux. Miguel Santos a été encore plus direct. Nous apprécions le professionnalisme d'Ashton, mais nous ne pouvons pas risquer de futurs investissements avec une direction qui considère nos contributions comme négligeables. L'approche de Mademoiselle Hollister en matière de résiliation témoigne d'un manque de respect systématique envers les engagements pris envers nos partenaires internationaux. Un par un, j'ai partagé les commentaires des fournisseurs de 3 continents, qui exprimaient tous des préoccupations similaires concernant l'attitude et les décisions de Gwen. Il ne s'agissait pas d'attaques virulentes ou de plaintes émotionnelles, mais d'évaluations professionnelles expliquant pourquoi ils ne pouvaient pas faire confiance à la direction de Morrison à l'avenir. Ce ne sont pas des attaques personnelles, ai-je expliqué à Harrison. Ce sont des décisions commerciales fondées sur des comportements avérés. Les fournisseurs internationaux ne peuvent pas se permettre d'investir dans des partenariats avec des entreprises qui peuvent les éliminer arbitrairement. Harrison a passé l'heure suivante à examiner la documentation des fournisseurs, les clauses contractuelles et les projections financières. Il a posé des questions détaillées sur les possibilités de reconstruction, les alternatives d'approvisionnement national et les calendriers opérationnels. Tout au long de la discussion, Gwen est restée assise en silence, de plus en plus mal à l'aise à mesure que l'ampleur de son erreur de calcul devenait évidente. Finalement, Harrison a fermé son ordinateur portable et a regardé Gwen droit dans les yeux. « J'ai besoin de temps pour examiner la situation avec le conseil d'administration. Ashton, pouvez-vous me fournir une documentation complète sur nos relations avec les fournisseurs internationaux et les commentaires spécifiques que vous avez reçus sur les possibilités de reconstruction? » Bien sûr, monsieur Harrison. Gwen, je vais avoir besoin que vous prépariez un rapport détaillé expliquant le raisonnement stratégique derrière ces décisions de résiliation et votre évaluation des alternatives d'approvisionnement national. Une fois la réunion terminée, Gwen m'a coincé près de l'ascenseur, son sang-froid professionnel finissant par craquer. « Ashton, qu'avez-vous dit exactement à ces fournisseurs à mon sujet ?» Je l'ai regardé avec le même expression calme que j'avais gardée tout au long de la présentation. « J'ai dit la vérité, Gwen. J'ai rapporté vos propres mots, à savoir que vous n'aviez plus besoin de relations à l'étranger. » « Ce n'est pas. Je ne voulais pas dire. » A-t-elle commencé, avant de s'interrompre. « Tu ne voulais pas dire quoi? Que tu n'accordes aucune valeur aux partenariats internationaux. Que la sensibilité culturelle est inutile. Que la gestion des relations est une complexité émotionnelle que nous ne pouvons pas nous permettre. » Elle m'a regardé,
réalisant probablement pour la première fois que son rejet désinvolte des fournisseurs internationaux avait été documenté et partagé avec les personnes même qu'elle avait rejetées. Ces fournisseurs ont fait confiance à Morrison parce qu'ils me faisaient confiance, ai-je poursuivi. Lorsque vous avez résilié leur contrat en qualifiant leur travail de complications étrangères, vous avez détruit des relations qui avaient mis 18 mois à se construire. Ils ne sont pas en colère, Gwen. Ils se protègent du traitement que vous leur avez infligé. L'ascenseur est arrivé et je suis entré. Avant que les portes ne se ferment, j'ai prononcé les mots que j'avais attendu 15 ans pour dire. Parfois, les personnes que vous considérez comme jetables finissent par être celles qui font que tout fonctionne. Si vous suivez cette aventure mêlant justice et stratégie, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé au cours des 3 semaines suivantes a prouvé que sous-estimer le réseau de relations que quelqu'un a construit peut être l'erreur la plus coûteuse qu'une personne puisse commettre. Car tandis que Gwen essayait probablement de trouver des moyens de rejeter la responsabilité de la crise qu'elle avait créée sur les autres, les rouages de la conséquence étaient déjà en marche. Et chaque révolution les rapprochait d'une issue qu'elle n'avait jamais vue venir. 3 semaines plus tard, Harrison a annoncé une réunion avec l'ensemble du conseil d'administration. Je n'étais pas censé être là, mais j'ai reçu une invitation directe de ça par la veille au soir. Ashton, j'ai besoin que vous présentiez vos découvertes sur les fournisseurs internationaux à l'ensemble du conseil. Gwen est arrivée avec 15 minutes de retard, visiblement nerveuse. Elle savait ronger les ongles, ce que je n'avais jamais remarqué auparavant. Pendant 3 semaines, elle avait désespérément tenté de trouver des fournisseurs nationaux capables de remplacer nos partenaires internationaux. Chaque devis était 2 à 3 fois plus cher. Les délais étaient impossibles à tenir. Certaines spécifications n'existaient tout simplement pas sur le marché américain. Messieurs, commença Harrison, vous avez tous vu les chiffres. Morrison a perdu 47 millions de contrats annuels en une seule journée. Notre production est à l'arrêt depuis 3 semaines. Je dois comprendre comment nous en sommes arrivés là. Gwen se leva avec une série de diapositives préparées sur la diversification stratégique de la chaîne d'approvisionnement. Même langage d'entreprise, même justification sur la simplification et l'efficacité. Quand elle eut terminé, Harrison se tourna vers moi. Ashton, avez-vous un point de vue différent? J'ouvris mon ordinateur portable et projetai une seule image sur l'écran, l'usine de Miguel Santos à Mexico, complètement à l'arrêt. Des machines recouvertes, des ouvriers chez eux, des équipements qui avaient pris des décennies à développer désormais inutilisés. Messieurs, cette photo a été prise hier. 16 familles dépendaient des contrats de Morrison pour survivre. Miguel Santos formait ses 3 filles pour reprendre l'entreprise familiale. Il envisage maintenant de tout vendre. Diapositive suivante. Akiko Tanaka à Osaka, démontant l'équipement spécialisé qu'elle avait acheté spécialement pour honorer nos contrats. Akiko a investi $300 000 dans de nouvelles machines pour notre partenariat. Un équipement qui ne sert plus à personne. Diapositive après diapositive, j'ai montré les conséquences humaines des décisions de Gwen. Pas des chiffres sur des feuilles de calcul, mais des familles détruites, des rêves brisés, des vies bouleversées. Mais voici ce qui importe vraiment. Ai-je poursuivi en passant à une nouvelle section. J'ai reçu davantage de commentaires de la part des fournisseurs concernant les possibilités de réconciliation. Harrison s'est penché en avant. Des commentaires positifs. Oui et non. Tous les fournisseurs ont confirmé qu'ils reviendraient immédiatement chez Morrison à une condition précise. Quelle condition? La garantie écrite que Gwen Hollister n'aura plus jamais aucun pouvoir sur les relations internationales. Aucune implication. Aucune supervision. Aucune influence. Le silence dans la pièce était assourdissant. 6 cadres supérieurs se regardaient, moi, Harrison et Gwen, qui pâlissaient à vue d'œil. Ils ne me font pas confiance personnellement? Demanda Gwen, la voix légèrement tremblante. Gwen, répondis-je calmement, ils ne font pas confiance à votre approche fondamentale des partenariats internationaux. Ils ont constamment cité votre attitude et votre langage comme des indicateurs que Morrison considère les fournisseurs étrangers comme problématiques plutôt que précieux. J'ai ressorti les messages documentés. Cette fois-ci, ils ne provenaient pas seulement de nos anciens fournisseurs, mais aussi d'autres acteurs du secteur qui avaient entendu parler de la situation par le biais des réseaux de communication internationaux. La réputation de Morrison sur le marché mondial a changé en 3 semaines, ai-je expliqué. Nous sommes passés du statut de partenaire fiable à celui d'entreprise qui résilie arbitrairement ses contrats. Cela n'affecte pas seulement nos relations existantes, cela affecte notre capacité à établir de nouvelles relations avec n'importe quel fournisseur international. L'un des directeurs a posé la question qui était dans l'air. Ashton, selon votre évaluation professionnelle, que faudrait-il faire pour reconstruire notre position?
Un changement de direction au niveau des achats internationaux. Des garanties contractuelles de stabilité. Et surtout, une démonstration constante, pendant plusieurs mois, que Morrison accorde une réelle importance aux partenariats internationaux. Harrison a fermé lentement son ordinateur portable. Gwen, avez-vous quelque chose à ajouter? Gwen tenta une dernière défense sur l'approvisionnement national et l'efficacité opérationnelle, mais sa voix tremblait, désespérée. Chaque mot ressemblait plus à une excuse qu'à une stratégie. Je dois consulter le conseil d'administration, dit finalement Harrison. Ashton, merci pour votre transparence. Gwen, nous discuterons en privé. Après la réunion, alors que je rangeais mes affaires, Gwen s'approcha une dernière fois. Vous avez tout planifié, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Depuis le premier jour. Je la regardais avec le même visage impassible que j'avais gardé pendant 18 mois. J'ai planifié de construire des relations basées sur le respect mutuel et la confiance. Vous avez planifié de les détruire parce que vous considérez les gens comme jetables. Ce n'est pas ce que... Gwen, l'ai-je interrompu doucement, vous avez littéralement qualifié nos partenaires de connexions étrangères inutiles. Vos propres mots ont été consignés et partagés avec les personnes que vous avez écartées. J'ai vu le moment précis où elle a enfin compris. Ce n'est pas moi qui l'ai détruite. Ce sont ses propres actions, ses propres mots, son incapacité fondamentale à considérer les fournisseurs internationaux comme des êtres humains dignes de respect. Parfois, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable, les personnes que vous considérez comme remplaçables sont celles qui font que tout fonctionne. Et parfois, elles se souviennent de la façon dont elles ont été traitées bien plus longtemps que vous ne le pensez. Le vendredi suivant, Harrison a annoncé que Morrison restructurait sa division des achats. Gwen Hollister serait transférée au service clientèle, où son sens de l'organisation serait mieux mis à profit. J'ai été promu directeur des relations internationales avec toute l'autorité nécessaire pour reconstruire les partenariats internationaux que Morrison avait perdus. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai senti que mon père pouvait enfin reposer en paix. Le système qu'il avait détruit, construit sur le mépris des personnes considérées comme jetables, avait enfin trouvé son propre remède. 6 mois plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau au 45e étage, où je recevais Akiko Tanaka. Elle avait apporté des photos de ses filles diplômées en ingénierie, prêtes à développer l'entreprise familiale. Ashton, vous avez sauvé non seulement notre entreprise, mais aussi nos rêves, m'a-t-elle dit en me serrant la main. Harrison est entré avec un sourire. Morrison a enregistré des bénéfices records ce trimestre. Une augmentation de 49%. Les fournisseurs internationaux représentaient 73% de cette croissance. Les partenariats que nous avions failli perdre sont devenus notre principal avantage concurrentiel. Gwen a travaillé 8 mois dans le service clientèle avant de rejoindre une petite entreprise. Elle traite désormais les réclamations pour un centre de distribution où elle est quotidiennement confrontée à des clients frustrés qui se sentent ignorés, exactement comme elle l'avait fait avec d'autres personnes. L'ironie était parfaite. 3 ans plus tard, lorsque Fortune a présenté Morrison comme un modèle de partenariat mondial éthique, le journaliste a demandé quel avait été le moment décisif. Quand nous avons réalisé que les gens ne sont pas des ressources jetables, ai-je répondu. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, car il existe des millions d'histoires qui prouvent que la patience et les principes l'emportent toujours sur l'arrogance. Parfois, les personnes que vous considérez comme jetables finissent par construire un avenir que vous n'auriez jamais imaginé possible.